Bonjour à tous. Olivier Klein, directeur général du groupe RED, ravi de vous recevoir ici et de recevoir ici les assises de la coopérative et du mutualisme. On est nous-mêmes, en tant que BRED, adhérents et engagés depuis le début, depuis la première année, et chaque année. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser ces assises ici même, dans l'amphi de la BRED. Voilà. Quelques mots d'abord pour dire combien il y a d'amis aujourd'hui. Ceux qui sont déjà là, ceux qui vont venir tout à l'heure, parmi les professeurs, parmi les personnalités. Guy Cormier tout à l'heure en visio, qu'on connaît bien aussi à la BRED. Et beaucoup de personnes ici présentes. Je vais, pour faire cet accueil et cette introduction, et aussi quelques clients d'ailleurs, bons clients. Pour faire cette introduction, je vais développer très rapidement 3 idées. La première est sur l'évolution du capitalisme. On sait tous que le capitalisme a démarré sous une forme familiale, puis parce que les familles évoluaient dans le temps et s'agrandissaient et que les fondateurs disparaissaient, il fallait ouvrir le capital. Et on est passé à, évidemment, des formes de société par action et est apparue une forme de capitalisme, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, un capitalisme managérial, dans lequel les managers ont davantage pris le pouvoir, parfois, il faut bien le dire, au détriment de l'intérêt des actionnaires, mais pas toujours au détriment des entreprises et des salariés, mais pas toujours en faveur de l'efficacité maximale, et surtout au détriment des actionnaires. Ce qui fait que dans les années 80, s'est développé un capitalisme j'appellerais actionnarial, qui a remis la balle vraiment du côté des actionnaires et avec, comme chaque fois, des formes plus efficaces, mais aussi des formes, Jérôme, bonjour, mais aussi des formes de dérive importantes. La forme efficace, c'est qu'on pouvait lier des gens qui étaient des grands talents dans des petites sociétés, ce qui était difficile à faire avant dans le capitalisme managérial, parce qu'on les associait à la réussite au capital. Mais les formes de dérive, on les connaît bien, c'est tout ce qui a fait en sorte qu'on fasse en sorte que les dirigeants des entreprises soient beaucoup plus attachés à l'intérêt des actionnaires qu'au reste des parties prenantes. Ce qui fait que l'évolution progressive, en tout cas souhaitable, vue de moi, et vue de, je pense, beaucoup de personnes ici même, est une évolution vers le capitalisme partenarial qui comprendrait davantage toutes les parties prenantes, les actionnaires bien sûr qu'ils méritent, puisqu'ils apportent de l'argent, ils le mettent en risque, c'est bien normal qu'ils aient une rentabilité en face de cela, mais aussi, bien évidemment, les salariés davantage, les clients évidemment, et puis les fournisseurs, mais aussi la société dans son ensemble, et ça s'exprime à travers la RSE, mais sous différentes formes. Ça s'exprime surtout par le fait que les entreprises sont engagées vis-à-vis de leur territoire, et cela va du climat naturellement jusqu'à l'implication, aux engagements qui peuvent exister sous différentes formes des différentes entreprises. Il se trouve que le mutualisme ou la forme coopérative n'est pas la seule forme possible naturellement, mais est l'une des formes qui s'applique bien à cette forme de capitalisme partenarial. Il est évident que dans nos banques, par exemple, pour prendre ce que je connais le mieux, les clients sont au cœur même du système, puisque l'actionnariat est représenté par le sociétariat, et les sociétaires, ce sont des clients. Il n'y a pas de sociétaire non client. Alors, suivant les formes, on a parfois tous les clients sont sociétaires, ou bien tous les sociétaires sont clients. Chez nous, c'est tous les sociétaires sont clients. Mais en tout état de cause, c'est eux qui forment le conseil d'administration. Donc, c'est eux qui, par construction, nous forgent la stratégie avec nous. Et cette stratégie est obligatoirement, pour utiliser des mots maintenant extrêmement banals, mais tant pis, extrêmement tournée client, orientée client, par construction. Les salariés sont depuis très longtemps dans nos formes mutualistes et coopératives au cœur aussi du projet. Et puis bien sûr la société, ça fait bien longtemps. Moi je suis dans le système mutualiste ou coopératif depuis plus de 20 ans. Bien avant qu'on parle de RSE et qu'on décline les choses parfois un petit peu trop de façon à la mode, on en faisait avec énormément de sincérité, on s'engageait dans beaucoup de choses.
que ce soit parfois très local sur le fait de faciliter tel club de sport ou de faciliter tel événement culturel, et sur des formes plus larges qui peuvent être à la brette de la diffusion culturelle et du savoir. On a choisi aussi comme thème principal, et vraiment qu'on creuse énormément, c'est l'égalité des chances, qui nous semble aussi, comme la culture d'ailleurs, et la diffusion du savoir, quelque chose qui permet le lien dans la société et qui donne de la cohésion aux sociétés, à nos territoires. Alors, ma deuxième idée, c'est qu'un groupe bancaire comme le mien est un groupe décentralisé de banques régionales, coopératives, des banques de plein exercice. Et l'idée que je veux développer à travers cela, c'est que le rôle de nos banques est encore plus fort sur nos territoires que des banques centralisées par construction. Parce qu'entre chaque territoire et sa banque, il y a une osmose, il y a une convergence d'intérêts. Si le territoire ne va pas bien, la banque n'ira pas bien. Si la banque ne va pas bien dans le territoire, il y a assez peu de chances que le territoire se débrouille bien. Et donc, parce qu'on est facilitateur en tant que banquier naturellement. Donc cette osmose, elle provoque des choses assez différentes de ce qu'on peut connaître dans d'autres modèles. Le jour où dans telle ou telle de nos régions, il y a peut-être un peu moins de rentabilité à faire des crédits parce qu'il y a plus de risques qui apparaît. Pour autant, toute l'épargne collectée dans la région ira financer les développements de projets dans cette même région, sur ces mêmes territoires. Philippe, viens, ta place là. Et c'est fondamental, ça n'est pas le cas partout. Nous, il y a cette équation et cette sorte d'équivalence entre l'intérêt du territoire et l'intérêt de la banque qui y travaille. Et ce qui fait d'ailleurs que la notion de RSE est encore plus réelle, encore plus concrète. Et dans un monde globalisé, qui se déglobalise ou se compartimente à vue d'œil, manifestement, mais qui a été fortement globalisé, on a vu apparaître depuis des années un besoin encore plus fort de proximité. Et je pense que nos banques sont vraiment des réponses à cela. Et quand on interroge d'ailleurs l'ensemble des Français qui parlent de banque, il y a un attachement viscéral à nos formes de banque à cause de cette proximité qui développe. Proximité qui est géographique et relationnelle avec les clients, peu importe le canal. C'est une proximité qui compte énormément et elle est valorisée par les clients. Proximité décisionnelle. Je me rappellerai toujours, la première fois que je suis allé à Lyon, dans une banque qui était centralisée, et je suis retourné dans une banque décentralisée, la première fois, les clients nous laissaient prendre des parts de marché sur BNP, il y avait encore le Crédit Lyonnais, la Société Générale, mais jamais sur les banques régionales. Et je demandais, mais pourquoi? Il me dit, mais c'est très simple, même si tu as une équipe et vous êtes vraiment tout bon, vous faites de la place, c'est bien, mais on ne fera jamais de place par rapport à une banque régionale parce que celle-là a un accrochage régional qui est indépassable quand on est sûr qu'on nous fera crédit, qu'on nous connaît, que les patrons sont bien là et pour longtemps, et que les décisions sont prises là et non à Paris, ça change tout. Proximité décisionnelle donc, et puis troisièmement, proximité managériale. Elle est cruciale. Dans une banque qui est une banque de réseau, on a besoin de gens très motivés, de gens très conscients de la valeur de nos clients, de la relation avec ces clients. Et cette motivation fait vraiment la différence. Entre parenthèses, les banques en France, vous le savez, mutuelles et coopératives, depuis plus de 30 ans, ont gagné des parts de marché sans cesse. Aujourd'hui, pour avoir entre 65 et 70% de parts de marché de la banque de détail, y compris des PME. Donc, ce n'est pas pour rien. Et cette proximité managériale fait que tout le monde est impliqué dans la stratégie, tout le monde la comprend mieux, tout le monde est beaucoup plus motivé et capable d'être acteur dans cette stratégie. Parce que les managers sont liés et avec des dirigeants qui sont là, présents sur ces territoires. Et du coup, ces dirigeants de nos banques sont responsables de leur banque, attachés à leur territoire, et ils sont dans des banques de plein exercice. C'est dire si ça leur donne de la responsabilité et si ça développe des dynamiques entrepreneuriales considérables. Et ma dernière idée, c'est l'éthique et l'efficacité. Je défends cela depuis les 20 ans au moins que je suis dans des banques mutualistes ou coopératives.
Je suis persuadé que c'est une façon de lier éthique et efficacité de façon remarquable et que rien de tout cela, de tout ce que j'ai énoncé avant, se fait au détriment de l'efficacité, tout au contraire. Il n'y a pas d'efficacité longue sans éthique, j'en suis convaincu, dans la relation au client. Une des façons dont je dis souvent aux conseillers de se comporter, c'est comportez-vous exactement de la façon suivante, accompagnez vos clients, vendez-leur des choses, de façon à ce que dans 10 ans, quand vous les retrouverez sur le trottoir en marchant dans votre ville, vous n'ayez pas envie de changer de trottoir. Mais vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Eh bien, pas d'efficacité longue sans éthique, et il n'y a pas d'éthique longue sans efficacité, parce que si on n'est pas efficace, on n'a pas les moyens d'être éthique. C'est aussi simple que ça, on n'existe pas. Or, cette proximité multidimensionnelle dont j'ai parlé construit la performance. Ce n'est pas seulement une question d'être moral, c'est une question de bien lier cette morale à l'efficacité. L'une ne peut pas aller sans l'autre et réciproquement. Ça donne même de la surperformance. Aujourd'hui, si vous regardez attentivement les coefficients d'exploitation, les charges sur les revenus des banques, les produits nets bancaires, les revenus des banques, le coefficient d'exploitation, qui plus il est bas, plus montre de l'efficacité, est structurellement plus bas dans les banques de détail des groupes décentralisés que dans les banques de détail des groupes centralisés. Et j'ose dire, parce que souvent on est dans un pays très centralisateur, et malgré la décentralisation, je dirais même bien plus, grâce à la décentralisation, on a ces coefficients d'exploitation plus bas, on est plus efficace, à cause ou grâce de tout ce que je viens de dire. Donc, nous sommes des banques compétitives, efficaces, et qui, de ce fait, cette efficacité permet de servir encore bien mieux les clients. Le premier principe de l'éthique, avant même de parler RSE vis-à-vis d'autrui, c'est de commencer à bien servir ses clients, à être utile à ses clients. C'est le premier objectif de tout le monde, et c'est, je crois, au cœur même de l'éthique. Et donc, je finirai par là, c'est la conviction intime que nos modèles permettent ce mariage fructueux de l'efficacité et de l'éthique, c'est-à-dire du fait que nous sommes là pour longtemps. Merci à tous.